8 août 1870, le commandant Tessier s'enferme dans la citadelle de Bitche. Il tiendra le siège pendant 230 jours. Qui était Louis-Casimir Tessier? Comment tout ceci a commencé? Pourquoi la place de Bitche a résisté, gagnant son surnom de forteresse imprenable? « 1870 a marqué l'histoire de Bitche et bien au-delà, l'histoire de l'Alsace et de la Moselle et celle de l'Europe tout entière. La guerre de 70 a son origine déjà sous l'époque de Napoléon Ier. Les Allemands avaient une soif de revanche. D'ailleurs, c'est ce que Bismarck a dit, qui était le chancelier de Prusse. Sans Iéna, il n'y aurait pas Versailles. Avant 1870, il n'y avait pas de pays Allemagne. C'était une succession de duchés, de principautés, de royaumes, comme le royaume de Bavière, le royaume de Prusse. Et c'est lui qui voulait unifier tout ça. Justement, c'était Bismarck, le chancelier de la Prusse. Et pour fédérer tous ces gens, il fallait trouver un ennemi commun. Et comme par hasard, ah bah tiens, la France, elle est juste à côté, une petite soif de revanche. Et par contre, il fallait trouver un prétexte, parce qu'il ne fallait pas que les Allemands se présentent en tant qu'agresseurs. Et le prétexte se trouve en Espagne. Depuis 1868, il n'y avait plus de roi en Espagne. Et il y avait un prétendant qu'on avait mis comme ça, Bismarck l'a poussé, c'était un cousin de Guillaume Ier, pour être roi d'Espagne. Et par contre, Napoléon III ne voulait pas d'être encadré justement par des Allemands. Donc il a demandé à Guillaume Ier que cette candidature soit abandonnée, ce qu'il a fait. Sauf que Bismarck a tourné ça d'une telle façon dans un télégramme qu'on appelle la dépêche d'Ems, que les Français ont pris ça comme une offense. Et ben, on est parti en guerre. On a déclaré la guerre le 19 juillet 70. Et en plus, dans les têtes des Français, ils étaient prêts. Il y a un maréchal qui disait, le maréchal Leboeuf a dit que pour lui, l'armée française était prête, pas un bouton de guêtre ne manquerait aux uniformes. Pour les Français, on a présenté 350 000 soldats. Donc là, c'était une armée de métier, ce qu'on appelle l'armée régulière. Pour les Allemands, eux, ils étaient à 460 000 soldats, donc ils étaient déjà supérieurs numériquement. Et l'artillerie était largement supérieure, ce qu'ils appelaient les canons Krupp, qui eux se chargeaient par derrière. Donc vitesse de tir beaucoup plus rapide que nous, les Français, on devait aller encore par devant, pousser le boulet. Donc nous sommes le 6 août à Wörth, 2 jours après la fameuse bataille de Wissembourg, qui était la première grande bataille de 1870. Le 6 août au matin était en présence côté français MacMahon avec 40 000 personnes, 40 000 soldats, et côté allemand, sous les ordres de Frédéric III, 80 000 personnes, 80 000 soldats, donc on voit bien que les forces étaient complètement disproportionnées. Ça c'est au niveau humain. Au niveau artillerie, pareil, donc 120 canons côté français, 240 canons côté allemand. Nous sommes dans une guerre improvisée, mais il n'y avait aucune stratégie côté français qui était en place. Ça fait que normalement le 6 août, il ne devait rien se passer. Et c'est tout à fait par hasard, en faisant boire les chevaux sur la Sauer qui traverse la plaine, que les soldats français et allemands se sont retrouvés nez à nez, et un mouvement de panique a fait que il y en a un qui a commencé à tirer, puis le deuxième, et c'est de là qu'est partie cette fameuse bataille du 6 août à Wörth. Pendant, comme dit, la matinée, c'est les troupes françaises qui dominaient la bataille.
à cause du fameux fusil chasse-peau. Et l'après-midi, donc, bien sûr, il y a eu un revirement, puisqu'entre-temps, bien sûr, l'armée allemande s'est restructurée, s'est organisée, et puis a mis en moyen toute cette force de soldats, toute cette présence. Voilà, nous sommes maintenant à 2h30 de l'après-midi. L'armée française commence à être très sérieusement encerclée par l'armée allemande qui est vraiment en surnombre et très bien organisée. Pour cette raison, pour libérer, donc pour ouvrir cet étau qui les enferme, MacMahon donne l'ordre à la cavalerie de charger. Cette cavalerie se retrouve à 1200, donc dans les rues de Morgebronn, et se retrouve sous les feux de l'ennemi qui littéralement les massacre, les met hors état de nuire. En quelques minutes, sur les 1200 cavaliers, près de 800 sont anéantis. Il faut savoir que la cuirasse en elle-même avait un certain poids, elle limitait les mouvements. Le cavalier, lui, avait une belle coiffe avec une queue de cheval, et cette queue de cheval évitait de se faire couper la tête parce qu'elle amortissait l'effet de l'épée dans la nuque. Malheureusement, le pauvre cavalier, une fois qu'il était tombé par terre, il était considéré comme mort parce qu'il n'avait plus aucune possibilité de se défendre. Vers 15h, 14h30, 15h, une deuxième charge est demandée par MacMahon. Cette deuxième charge se fait sur les hauteurs de Wörth, entre Wörth et Froschwiller, dans un vallon. Manque de peau, ce terrain n'est absolument pas adapté. Pourquoi? Parce que d'une part, il y a les houblonnières, ce sont des grandes tiges qui permettent la production du houblon pour la production de la bière. Il y a aussi des vignes, il y a des chemins creux et il y a des vergers. Donc on voit bien que c'est pas du tout une surface qui est adaptée à des types de charges. Néanmoins, MacMahon, il le sait, il va sacrifier ces 800 personnes, enfin ces 800 cavaliers qui vont charger donc une deuxième fois dans l'après-midi pour une fois de plus dégager le verrou allemand qui enserre les troupes françaises. On a la chance d'avoir ici au musée à Wörth un diorama qui représente donc les troupes en présence à ce moment-là. Donc il est 17h, la bataille prend fin. Malheureusement, les troupes françaises ont perdu la bataille cette journée. Les troupes allemandes avancent. Les troupes françaises se replient très vite sur Reichshoffen, ainsi bien sûr que l'état-major français. Donc c'est lors du passage de MacMahon à la gare de Reichshoffen qu'il envoie un téléx à Napoléon III pour dire qu'il a malheureusement perdu cette bataille. D'où la bataille de Reichshoffen, parce que le téléx a été envoyé à partir de cette ville, mais il ne s'est jamais rien passé sur Reichshoffen. Le bilan de cette journée du 6 août est dramatique. 20 000 morts, sans parler des chevaux, gisent sur le champ de bataille. Alors, Bitch, en fin de compte, fait comme aujourd'hui encore la jonction entre l'Alsace et la Lorraine. Il faut aussi surtout savoir que pour l'état-major français, dans leur tête, il n'était jamais question de rester sur le territoire. On devait attaquer l'Allemagne. Tout devait se passer chez eux. Ça ne s'est pas vraiment passé comme ça. Et Bitch était entre deux corps d'armée. Il y avait le corps en Alsace, donc, dirigé par MacMahon, et le corps en Lorraine, dirigé par Bazaine. Et nous, on était le 5e corps, donc on était même le quartier général de ce 5e corps. Et Bitch devait servir, c'était une place forte avec de grands magasins, donc devait surtout servir de base arrière pour l'armée qui devait attaquer en Allemagne. On contrôlait aussi la voie entre Haguenau et Sarreguemines, mais par contre, d'un point de vue stratégique, la place en elle-même était un peu obsolète. Donc au début du conflit, il y avait une cinquantaine de canons, 53 exactement,
mais la plupart étaient des vieux modèles et une trentaine seulement ont été mis en batterie, que ce soit des obusiers, des canons, des mortiers. Et parmi tous ces canons, seule une douzaine étaient valables. C'était des canons anciens par rapport à l'artillerie bavaroise ou prussienne, des canons en bronze à chargement par la bouche. C'était des canons de 12 livres et de 24 livres. Ça, c'était les mesures à l'époque où ils tiraient encore avec des boulets. Un canon de 12 livres, en fait, est à 120 maintenant, et celui-là est à 24 livres, donc à 150, on dirait actuellement. Donc là, il est monté sur son affût de forteresse. Le problème de ces canons, ils étaient très précis, puisque ce sont des canons rayés, servis par de très bons artilleurs. Mais lorsque les Bavarois se sont installés sur les hauteurs, que l'on voit ici, en fait, la place est dominée de plus de 30 mètres. Ces canons ont un tir tendu, donc ils ne pouvaient plus atteindre les sommets. Donc c'est pour ça que la forteresse était pratiquement sans défense, c'est devenu une sorte de nid à bombes. Sur les sommets, là-bas, il y avait plus d'une vingtaine de canons de 12 livres bavarois, plus les redoutables mortiers, 4 mortiers de 60 livres qui balançaient des bombes incendiaires de 50 kg. En tout, pendant 10 jours, ils ont donc lancé à peu près 9000 obus. Après la bataille de Fröschwiller, le commandement allemand a donné une journée de repos. Donc la bataille a eu le 6 août et le 7 août, l'armée allemande s'est reposée. Alors l'armée allemande était organisée en fait avec des alliés. Donc il y avait des troupes prussiennes, le 5e et le 9e corps d'armée prussien. Il y avait 2 corps d'armée bavarois, le 1er corps d'armée bavarois commandé par le général von der Tann et le 2e corps d'armée bavarois commandé par le général von Hartmann. Et donc ils avaient pour mission de rejoindre la Sarre. Les 4 corps d'armée, 2 bavarois et 2 prussiens avaient pour mission de rejoindre la Sarre. L'objectif c'était d'enfermer les troupes françaises en Lorraine. Et donc ici, sur le Falkensteiner Bach, c'est le 2e corps d'armée bavarois devait traverser, rejoindre Bitch, et à partir de Bitch, de descendre sur Fenetrange. En totalité, c'est grosso modo 25 000 hommes. Mais après les combats de Fröschwiller, il y a une partie de morts, de blessés, donc on est plutôt aux alentours de 20 000. Et les 20 000 hommes qui étaient sur le Falkensteiner Bach, qui devaient aller devant Egelsart, longer le chemin de fer, éventuellement utiliser le chemin de fer jusqu'à Bitch, ont été bloqués quand ils sont arrivés devant Bitch. Parce qu'après la défaite française du 6 août, les Allemands pensaient que Bitch allait être abandonné. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que Bitch était armé parce que De Failly en partant a laissé un bataillon du 86e régiment d'infanterie de ligne, qui était un excellent bataillon composé de troupes de métier, qui n'avait qu'une envie, c'est d'en découdre. Et donc, le lendemain de la défaite, quand les Bavarois se présentent très gentiment, très heureux de leur victoire, devant la citadelle de Bitch, ils sont accueillis froidement, enfin même froidement, ils sont accueillis chaudement par les canons qui tirent, et ils ont des morts. Ils sont obligés rapidement de faire demi-tour, de partir. Parce qu'ils comprennent qu'ils ne pourront pas passer devant la citadelle et qu'ils ne pourront pas prendre la ligne de chemin de fer. Et donc à partir de là, ils recherchent des itinéraires de contournement. Donc là, il y a la maison forestière du Großmühlenberg. C'est sur la route qui monte au Hochkopf. Donc on est à Egelsart, Stockbronn, au bout de la route. Et la route là-bas qui monte va sur le Hochkopf et rejoint la route de Bitch et la route de Lemberg. Et donc ici habitait le garde forestier du Großmühlenberg. Et c'est très intéressant parce que ce garde forestier a assisté évidemment au passage des 20 000 hommes du 2e corps d'armée bavarois ici sur cette route. Et il a indiqué ce qu'il a vu au capitaine Jouard. Le capitaine Jouard donc était le chef de l'artillerie de la citadelle de Bitch. Alors, il explique que les Bavarois sont passés par le chemin là-bas, donc pendant toute une journée qu'ils sont montés. Et il explique aussi qu'ils tiraient les canons. C'était des canons de campagne, ce n'était pas des gros canons de ciel, mais enfin, canons de campagne, c'était plusieurs centaines de kilos, n'est-ce pas? Bon, c'est de l'acier, du bronze. Et il a fallu doubler les attelages. Les attelages, normalement, c'était 4 chevaux. Donc doubler les attelages, ça veut dire qu'ils sont passés à 8 chevaux pour tirer les canons sur la route, parce que la route est très très en pente. Et non seulement il a fallu tirer les canons avec des attelages doublés, mais en plus il a fallu refaire la route, parce qu'en fait il n'y a pas de route, il y avait des chemins forestiers. Et il explique qu'ils ont dû couper plein d'arbres le long de la route pour solidifier le sol du chemin,
pour que les canons puissent passer, parce que les attelages, notamment, s'embourbaient, passaient dans le fond des chemins. Depuis où nous étions avant, depuis le bas du Hörkop, sur le sommet du Hörkop, ils ont été tout droits. Et pourquoi ils étaient tout droits? Parce qu'ils portaient des lourdes charges, donc il n'était pas question de descendre. Donc ils ont pris la crête la plus haute, qui permet de rejoindre Egelsart à Lemberg. Et il se trouve que cette crête la plus haute, c'est évidemment celle du chemin de fer. Mais comme ils ne pouvaient pas joindre le chemin de fer à Bitche, ils l'ont pris avant, ils ont rejoint par le Hörkop. Et ici, en allant tout droit, ils ont rejoint le chemin de fer qu'on voit là. Et beaucoup d'années plus tard, un siècle plus tard, donc on a fait cette piste cyclable qui elle-même s'est fixée sur la ligne la plus haute et qui longe le chemin de fer. Donc tout se concentre ici. Les Bavois qui sont montés sont arrivés sur ce chemin-là, ils ont passé le col là qui est un peu fameux aujourd'hui, ils ont rejoint donc l'ancienne garde-barrière de Maïfelsen. Comme on a compris, le deuxième corps d'armée devait passer devant Bitche. Il est passé par la forêt et il a rejoint Lemberg. Et le premier corps d'armée bavarois, lui, il est passé par une moto, il a rejoint Lemberg. Donc ils sont passés le même jour, ils se sont croisés à Lemberg tous les deux. Ça signifie qu'il y a 40 000 hommes qui sont passés en un peu plus de 24 heures. D'autant plus que la veille, le 7 au soir, et le 8 au matin, ce que je n'ai pas dit, c'est qu'il y avait déjà la cavalerie prussienne qui était passée, qui venait, elle, de la bataille de Spicheren, qui était passée par Horbach, qui surveillait le territoire, qui était passée. Elle est passée très rapidement, elle ne s'est pas arrêtée, enfin elle est passée. Et donc pendant plus de 24 heures, il y a des dizaines de milliers d'hommes qui sont passés. Et on imagine ce que c'est une armée en marche avec les soldats, la fatigue, les jurons, les cris, l'armement, etc., le besoin de se nourrir. Donc il y a une partie de la population de Lemberg qui s'est enfuie pour se cacher en forêt. Et dans la forêt de Mouterhouse, mais à proximité de Lemberg, il y a 2-3 rochers très célèbres qu'on connaît. Il y a le Korfelsen ici, il y a aussi le Haslingerfelsen qui est un petit peu plus bas. On raconte que déjà, lors de la guerre de 30 ans, la population des environs s'était réfugiée dans ces rochers qui sont relativement bien protégés. Et le Korfelsen est cité notamment en 1870 qu'une partie de la population est venue ici. Il faut dire qu'on est à 3 km de Lemberg à peine, hein. Donc en 3 quarts d'heure on est là, il y a moins de 3 quarts d'heure, une bonne demi-heure on est là. Donc effectivement on peut le comprendre. Donc la garnison théorique normale de la citadelle était un bataillon du 86e régiment d'infanterie, à peu près 800 hommes, dirigé par le commandant Bousquet. Et sont arrivés des batailles de Wörth, de Reichshoffen, un assemblage de soldats qui venaient de à peu près 70 régiments différents, des cavaliers, des tirailleurs, qui ont été mis au camp retranché, donc le stade actuel, c'est là qu'ils ont été mis. Heureusement, il y avait aussi des artilleurs, parce que la place n'en avait pas à l'origine. On avait dû former en catastrophe, un capitaine à la retraite avait formé des douaniers et des fantassins à l'artillerie. Et on a ici donc le costume, l'uniforme d'un soldat du 86e régiment d'infanterie. Donc il est équipé de son fusil, c'est un fusil chasse-peau modèle 1866. Le problème, c'est que les soldats qui étaient au camp retranché, eux, manquaient beaucoup d'armes. Il y en avait en réserve à l'arsenal, donc l'arsenal a délivré 1 millier de fusils. Problème, il n'y avait pas assez de fusils modèle 1866, donc on leur a donné des fusils modèle 1867. Il ne faut pas se leurrer, parce que 1867, ce sont en fait des vieux fusils qui ont été transformés pour être chargés par la culasse et non plus par la bouche, en fait, en réalité. Donc en fait, ils se sont retrouvés avec des vieux fusils à tabatière modifiés et non pas des fusils modernes. Alors, il y avait des femmes dans l'armée, c'était les cantinières, donc elles ne faisaient pas à manger. C'était pas du tout leur but. Elles pouvaient être les premières secouristes. C'est pour ça aussi qu'elles pouvaient avoir un glaive qui est d'origine. En campagne, vu qu'elles étaient quand même sur le champ de bataille, elles pouvaient être en danger, donc elles avaient le droit de porter une arme à feu, donc pistolet ou ici un loup-faucheux. Elles avaient aussi surtout leur fameux tonnelet,
Donc le tonnelet qui avait de l'alcool dedans pour donner aux soldats qu'elle vendait. C'était un peu la mère du camp. Elle allait vraiment être la maman des soldats, les aider et leur vendre des petites choses comme du pain, voilà, surtout ça. Et si on regarde les tenues, le souci c'est que, comme on en a parlé avant, il n'y avait pas de règlement pour la tenue des cantinières, donc aucune tenue n'était pareille. L'artillerie, ça va être un bleu très foncé, avec de l'écarlate, avec surtout les bandes sur le pantalon. Ces fameuses bandes de l'arme savante, que le génie a aussi. Et après, elles avaient du coup le tablier, et elles étaient dans l'obligation aussi d'avoir une jupe. Tout ça, c'était en laine, donc c'était très lourd, et en même temps, ça pouvait être très chaud. Il y avait du coton, en fait, c'était un demi-pantalon, et c'était comme un short en coton. Elles étaient considérées comme sous-officiers, donc elles ne pouvaient pas donner d'ordre, mais c'était pour les protéger d'autres soldats. Donc elles avaient tous les agréments, on va dire, d'un officier. Donc par exemple ici, on a le fameux lion avec la grenade et les boucles d'un officier, qui ne sont pas les mêmes qu'un soldat de troupe. Un beach s'isole, ferme toutes les portes, et il y a encore des enceintes, il y a des murailles, et ils se retrouvent coupés du monde. Et donc ils vivent en autarcie, par contre ils arrivent quand même encore à se ravitailler grâce aux paysans aux alentours. Dans la garnison en elle-même, dans la citadelle, ils sont à 1500 hommes, donc il y a plus de 2700 soldats et plus de 1000 civils encore qui restent dans Bitche. Louis-Casimir Tessier est né en 1821 à Albi. Nous fêtons d'ailleurs son bicentenaire. Fils d'une lignée de militaires, il s'engage dans la carrière après ses études. Il est ainsi capitaine lors du siège de Sébastopol pendant la guerre de Crimée en 1855 où il est blessé. On le retrouve ensuite lors de la campagne d'Italie en 1859 où une balle lui traverse la poitrine. Nommé à Bitche en 1870, il commande 2400 hommes et il a une volonté farouche de résister aux Bavarois. Il ne se résout finalement à évacuer la place que le 27 mars 1871, comme un invaincu. Il est ensuite colonel à Marseille, puis au fort de Vincennes, avant de se retirer à Albi. Grand officier de la Légion d'honneur, il meurt en novembre 1916, sans avoir pu réaliser son vœu, voir flotter à nouveau sur la citadelle le drapeau tricolore. La forteresse et la ville vont essuyer 3 bombardements, dont un premier dès le 8 août, qui fera une victime sur le plateau de la citadelle. Le gros bombardement sera du 11 au 21 septembre, où là la ville va être rasée, il y a plus de 200 maisons qui vont disparaître, il y a aussi ils vont laisser sortir des gens. Plus de 1000 habitants vont sortir de la ville, mais il y en a qui vont rester pour soutenir la garnison. À Niederbronn, Albert de Dietrich, maire de la ville, s'émeut du sort de Bitche et viendra en aide aux assiégés, contribuant à la suspension des bombardements. Albert de Dietrich avait épousé une Bavaroise qui s'appelait Sophie von der Tann. Et cette Sophie von der Tann était tout simplement la sœur du général von der Tann qui avait combattu à Fröschwiller le 6 août à la tête du premier corps d'armée bavarois. Donc il était extrêmement concerné compte tenu de la nationalité de sa femme, et sa femme elle-même était très concernée. Alors quoique bavaroise, elle était devenue française, et ils ont vécu, la famille de Dietrich a très mal vécu cette bataille qui mettait en cause des Français et des Bavarois, alors qu'eux ils avaient cette double nationalité. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est ça. Ce qui s'est passé, c'est que les Dietrich ont compris que la population qui restait dans la ville était une population extrêmement précaire, parce qu'il y avait une majorité de femmes et d'enfants. Sur les 900 personnes qui étaient restées dans la ville, alors que tout le reste de la population était partie,
sur 900 personnes, il y avait à peu près 200 hommes, dont une centaine seulement en état de combattre. Donc les autres étaient des vieillards ou des malades. Et il y avait 300 femmes et 300 enfants. Donc la population avait pu sortir, mais eux ils se sont battus pour que les combats cessent, pour que la population la plus faible, les femmes et les enfants et les vieillards, puissent sortir à leur tour. Donc suite au troisième bombardement, ça qui a duré plus de 10 jours, la citadelle est presque rasée, en grande partie rasée sur le dessus, mis à part la chapelle. Donc heureusement pour justement un des avantages de la citadelle, c'était les souterrains. Donc tous les soldats de la garnison de la place forte vivaient sous terre. Donc dans un contexte froid et humide. C'est comme si vous allez visiter la ligne Maginot, c'est pareil. C'est 12 degrés tout le temps, humidité. La vie de la garnison quand même continue. Parce qu'après ces bombardements, il faut se dire que Bitch est toujours bloqué, il y a toujours les Bavarois en face, mais il n'y a plus vraiment d'attaque. Ils sont tranquilles, entre guillemets, ils sont quand même assiégés, ils arrivent à se sustenter, ils arrivent à avoir des victuailles encore malgré le blocus des Allemands. Faut savoir que les paysans étaient menacés de mort s'ils ravitaillaient la garnison, mais ils le faisaient quand même parce qu'ils étaient payés pour ça. Pendant toute la guerre, il y a eu une armée de métier, et les soldats avaient une solde. Et le commandant Tessier a eu toujours à cœur de verser la solde à ses soldats. Alors au début, il a utilisé les fonds qui avaient été laissés par le général de Failly, que le général de Failly avait laissé tous les fonds du 5e corps d'armée à Bitch, donc il y avait de l'argent, et il a utilisé ces fonds pour payer la solde de ses soldats, tout simplement. Voilà, hein. Alors, il ne dit pas qu'il les a payés à plein tarif, je pense que ça ne va pas être le cas, mais il a quand même payé la solde de ses soldats et de ses officiers. Mais les fonds vinrent à manquer, parce qu'il fallait aussi assurer la nourriture de la garnison et en partie de la population qui était là. Et donc, ils ont besoin d'argent. Alors, c'est grâce à la famille de Dietrich, pas uniquement, mais en grande partie, qu'ils ont été aidés, parce que le directeur de l'usine de Mouterose, donc voisine de Bitch, s'appelait Léon de Johannis. Et Léon de Johannis avait épousé une demoiselle de Dietrich. Il connaissait très bien le consul général de France en Suisse. Et grâce aux relations qu'il avait avec le consul général de France à Neuchâtel, le consul général allait en France chercher de l'argent et lui s'est rendu 2 fois à Neuchâtel pour récupérer l'argent et pour le donner au commandant Tessier qui rendait le fort de Bitch. Nous sommes au cœur de la citadelle, dans le rocher même. L'ensemble des souterrains est encore aujourd'hui imprégné des traces qu'ont laissées les hommes de Tessier en 1870. Mais nous sommes ici dans un espace qui n'existait pas auparavant, dont le volume n'existait pas auparavant, puisque c'est une galerie qui a été creusée dans le rocher pour les besoins de passage entre les différentes sections des souterrains. Elle a été creusée en octobre 1870, à un moment où les bombardements avaient provisoirement cessé. Et le capitaine du génie, qui s'appelait Guéry, avait employé des sapeurs pour creuser cette galerie et relier 2 sections des souterrains. Bon, le passage en surface était dangereux. Il avait failli coûter la vie à Tessier lui-même à plusieurs reprises. Il a été nécessaire de pallier à ça et de créer des liaisons souterraines à couvert pour éviter donc les impacts de l'artillerie. Cette galerie fait à peu près 60 mètres. Aujourd'hui, elle n'est pas ouverte au public, malheureusement, mais on peut encore la visiter à différentes occasions. Ça permet d'en conserver le côté insolite aussi. Vous voyez que les parois et la voûte ne sont pas maçonnées. C'est absolument brut et c'est resté en l'état. On rejoint ici le sous-sol du corps de garde et on vient de la section souterraine de la Petite Tête. C'était un passage stratégique à l'époque. Dans
cette pièce qui est le sous-sol du corps de garde principal, une pièce qui est toujours voûtée à l'épreuve de la bombe, qui a bien changé aussi depuis 1870 maintenant. Tessier avait installé son lit. Il était à l'abri de la bombe ici. Et les bombardements ont largement endommagé, dès le premier, plutôt le troisième, l'ensemble des bâtiments du plateau supérieur, privant bien sûr la garnison, à commencer par les officiers, du logement. Nous sommes arrivés dans les forges souterraines qui ont servi pendant le siège. Nous sommes en réalité dans le souterrain de l'ancien arsenal. Alors, le souterrain de ce bâtiment était censé servir de forge pendant un siège, et c'est la mission qu'il a remplie. Alors, des forges, des foyers ont été allumés ici. Alors, je ne sais pas par où étaient évacuées les fumées, mais cet endroit a bien servi à réparer les armes, les canons légers, parce qu'il n'était pas question de descendre les grosses pièces d'artillerie ici. Et c'est aussi ici que Tessier avait installé son poste de commandement. Moi, c'est le souvenir qui en est resté, dans la pièce juste à côté. On imagine qu'il a fait ça puisqu'en plein hiver, ici, à proximité du foyer, il faisait meilleur que dans le reste des parties souterraines de la citadelle. Effectivement, la guerre, elle, évolue dans le reste de la France. On peut vraiment dire qu'il y a une grosse date qui se passe, c'est Sedan, le 2 septembre, où l'armée impériale se rend, Napoléon III se rend, pas la France, mais donc l'Empire, c'est la fin de l'Empire. Il y a même pour la petite histoire, Napoléon III voit Guillaume Ier après la Sedan et ils se parlent. Et il dit que Napoléon dit qu'il ne voulait pas ça. D'ailleurs, Guillaume Ier non plus n'était pas vraiment pour la guerre. C'est vraiment, on peut vraiment dire que c'est l'entourage, c'est une volonté des autres qui ont fait que cette guerre a eu lieu. Et après, grande nouveauté, c'est le 4 septembre, la France devient une république. La république est proclamée à Paris. Une autre armée se met en route. Là, par contre, c'est plus vraiment des soldats de métier, on va dire c'est la levée de masse. Ils essayent de refaire le miracle de 1792. D'ailleurs, c'était toujours dans le mémoire, la levée des hommes qui vont combattre l'ennemi et qui vont jeter les Prussiens dehors. Voilà, c'était un chaste vœu. Ils ont essayé. Le 28 janvier 1871, l'armistice est signé. Mais les négociations sur la future frontière franco-allemande se poursuivent jusqu'au 15 février. Belfort se rend le 18 février avec les honneurs militaires. Mais Tessier, lui, refuse toujours de quitter la place. C'est vrai que vu de l'extérieur, on peut penser qu'il est têtu. On signe l'armistice, effectivement, la France se rend. Pas Tessier, mais il faut se mettre dans le contexte. Toujours, c'est que la ville est coupée du monde. Donc toutes les infos qui viennent de l'extérieur sont sujettes à caution. On n'est jamais sûr que ce soit vrai. Ils avaient quand même, les Allemands leur donnaient des journaux belges qui étaient neutres à l'époque, donc qui en parlaient. Mais pour lui, en tant que bon soldat, il attend des ordres. Et les ordres ne venaient pas. C'est pour ça qu'il continuait. Il ne se rendait pas, mais il ne résistait pas non plus. Enfin, il n'allait pas ouvrir la place forte, mais il n'allait pas non plus attaquer les Allemands. Il a même pris sur lui de négocier avant qu'il ait les ordres de Paris. D'ailleurs, il bien lui a pris parce qu'il a pu négocier de meilleurs avantages que ce que les Français lui avaient ordonné. Et c'est comme ça qu'elle a pu sortir avec armes et bagages, mais sans les honneurs de guerre, puisqu'il faut bien se dire que Bitche est la seule place forte qui ne s'est pas rendue pendant toute la guerre. C'est d'ailleurs pour ça que son nom est écrit au Panthéon. Sous le cœur de Gambetta, il y a encore son nom et celui de Denfert Rochereau, donc le commandant de Belfort, qui lui non plus ne s'est pas rendu. Il a donc été offert par la ville de Bitche et par ses habitants aux défenseurs de la place.
Donc là, il porte la date du 12 mars comme étant la fin, mais en fait, c'est pas la fin. Il a dû être terminé le 12 mars, mais il a été remis officiellement lors d'une grande cérémonie au camp retranché, donc au stade actuel, le 15 mars 1871. Toute la garnison était rassemblée et ce sont les membres de la commission municipale, donc présidée par Jean Lamberton, les pompiers, la garde nationale qui ont apporté le drapeau. Et là, donc, Jean Lamberton a fait un discours disant à la garnison, je vous dis non pas adieu mais au revoir, suivi d'un discours du lieutenant-colonel Tessier et du lieutenant-colonel Bousquet, donc, qui ont juré de ramener un jour le drapeau à Bitche lorsque ce serait libéré, même s'il n'y avait plus qu'un seul survivant, dit Bousquet. Donc ce drapeau, il a été fait avec les moyens du bord. Il semblerait que l'écharpe soit en fait celle de l'adjoint au maire. Et les décors ont été pris sur des tissus donc, provenant de la paroisse, donc des bannières de la paroisse. Donc ce sont les dames et les jeunes filles de Bitche qui l'ont réalisé. La guerre a fait 139 000 morts côté français et 51 000 côté allemand. Après l'armistice, la paix est signée à Francfort le 10 mai 1871. La France paye sa défaite très cher. Elle cède l'Alsace et une partie de la Lorraine. Ici, il y a eu 9 morts dans la citadelle, il y en a eu aussi, à peu près une dizaine d'autres en ville. Il y a eu 5 civils de tués, ce qui est extraordinaire, vu la quantité de projectiles qui sont tombés sur la ville, qui était en flammes et complètement détruite. Donc on arrive à peu près à 90 morts, la plupart sont morts à l'hôpital de la typhoïde. Les Allemands ont perdu à peu près 25 hommes, 5 Prussiens, les autres sont des Bavarois. Actuellement, nous nous trouvons dans les gorges de la Grosse Tête à la citadelle de Bitche. Cette tombe de soldats français, on peut la voir d'en haut du vieux pont qui n'est plus accessible. On est accessible pas au public. Cette tombe donc renfermait les corps de soldats français qui ont été exhumés et dont les noms sont inscrits sur la chapelle de la citadelle de Bitche. Donc, nous sommes dans la deuxième tombe, celle qui est dans la petite tête. Cette tombe est accessible uniquement le jour des Journées du patrimoine, sur réservation. Elle est également entretenue par le Souvenir français. Et en fait, si les soldats ou si les corps ont été enterrés là, c'est parce qu'ils étaient à l'abri. C'était des endroits qui étaient en herbe et qui pouvaient être creusés quand le siège de la citadelle avait lieu, qui n'avait pas besoin de sortir les corps de la citadelle. Le Souvenir français donc, a été créé après la guerre de 1870 pour retrouver les disparus de cette guerre et de retrouver les disparus des différentes guerres par la suite au nom de la France. Le Souvenir français est en charge de ces deux tombes, donc nous les entretenons régulièrement parce que justement ce sont des combattants français tombés pour la France. Donc tous les ans nous revenons, nous renettoyons, nous remettons des fleurs. Et donc ces tombes entretenues par le Souvenir français sont matérialisées par la petite cocarde qui est ici. Les conséquences de la guerre de 70 sont énormes parce que c'est ça qui a généré la Première Guerre mondiale, pour simplifier. Il y a eu d'autres contextes encore, mais parce que justement la nation allemande a été créée avec le pan-germanisme après, où ils voulaient s'étendre. Donc pour nous, d'un point de vue local, c'était énorme puisqu'on est passé sous régime allemand, sous nationalité allemande. Bon, ils n'étaient pas obligés tout de suite, avec quelques années pour choisir entre la France et l'Allemagne.
Mais c'est vrai que pour nous, ça a eu un impact énorme et sur 100 ans, on a changé 5 fois de nationalité. Le droit local, c'est plusieurs choses. Il y a l'héritage des Allemands, de Bismarck, la sécurité sociale, ça c'est nous. Et après, surtout, c'est que aussi en 1908, en France, il y a eu la séparation du clergé, de l'État et de l'Église, mais pas ici. Donc c'est pour ça que chez nous, les curés, les rabbins et les pasteurs sont encore payés par le ministère de l'Intérieur, ce qu'ils ont un peu de mal à comprendre dans le reste de la France. On a encore des jours fériés, en plus. Il y a encore des restes. Les visiteurs, très généralement, lorsqu'ils arrivent et visitent la citadelle, ils sont surpris de découvrir ce qui s'y est passé en 1870. Et c'est aussi pour eux, non pas une surprise, mais ils en apprennent davantage sur ce qu'était la guerre de 1870. Une guerre qui a été, dans les décennies qui ont suivi, oubliée, mais qui est pourtant capitale dans la compréhension de l'histoire contemporaine. Pour la Chale, cet événement paraît primordial dans notre histoire. Il est vrai qu'au-delà de la citadelle, il n'y a pas beaucoup d'éléments matériels qui nous rappellent cette époque. On a la période de l'annexion. Ce que je veux dire, c'est toutes les conséquences induites par le traité de Francfort. Nous devenons allemands. Le service militaire est augmenté en nombre d'années et se passe à l'intérieur de l'Empire allemand. Il y a une forte émigration, il y a une option, tellement de conséquences. Le droit local qui nous concerne encore aujourd'hui. Et beaucoup de choses découlent de cette guerre. Ça représente, à mon sens, quelque chose qui rassure. Avant tout, quelque chose qui a rassuré la population pendant 75 années de conflit. Quelque chose dont la population est fière, un monument historique qu'il faut entretenir, mais dont chaque Bitchoise et chaque Bitchois peut exprimer une réelle fierté.